Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo. Nous sommes là parce que ce week-end, il s'est passé énormément de choses en Syrie. Et notamment, vous l'avez probablement vu hier si vous étiez sur les réseaux sociaux, il a été annoncé que un IL-76 s'est écrasé en Syrie avec peut-être à son bord le président ou ancien président Assad en train de suivre. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit en temps réel beaucoup de remontées d'informations, beaucoup de sources qui sont peut-être chacune motivées par leur propre état final recherché, dans une situation très dynamique, dans un pays très complexe. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de regarder ce que l'on peut faire dire aux trajectoires du transpondeur disponible sur Flight Radar 24 pour ce vol 92-18. J'ai envie de vous dire, s'il avait son transpondeur allumé, déjà, pour lui, dans cette zone, à ce moment-là, de la situation géopolitique, ce n'était pas une situation d'avenir. Donc nous allons regarder dans le détail sa trajectoire, ce que d'un point de vue aéronautique, ce que cela peut nous faire comprendre, modulo la fiabilité de ces informations, et ensuite ouvrir un petit peu la réflexion, essayer d'imaginer différents cas qui pourraient nous expliquer la trajectoire, et terminer par un petit peu de prise de recul sur le danger de l'instantanéité disponible actuellement dans le traitement de l'information, et à quel point cela peut avoir un impact sur les forces morales d'un pays ou d'un régime qui se bat. Allez, jingle. Débrief ne vous propose pas que des formats en présentiel pour réunir vos équipes, les dynamiser, parler de leadership, de followership, d'alignement ou de sécurité. Nous vous proposons également en distanciel des conférences, des cours en ligne, mais aussi des workshops où certains de vos collaborateurs doivent piloter les avions, le tout dans un environnement spécialement mis en place pour faire travailler le collaboratif en distanciel. Même Forbes en avait parlé il y a quelques années. Alors n'hésitez pas à nous contacter directement sur le site debrief.org afin qu'on se retrouve très rapidement en visio. En ce dimanche matin à 1h59 UTC, donc heure internationale, il y a l'IL-76 Y Kilo Alpha Tango Alpha qui est repéré à 6675 pieds au-dessus de la mer, déjà à une certaine vitesse. Il va monter assez rapidement jusqu'au niveau 230 qu'il va atteindre à 2h16 et après il va commencer une descente sur une trajectoire qui pourrait l'amener vers la base de l'attaquer du côté où se trouvent les Russes en Syrie. Je vous rappelle qu'ils ont plusieurs bases là-bas. Alors qu'il est vertical Homs, qui à ce moment-là est tenu par les rebelles, qui sont contre le régime d'Assad, il commence sa descente jusqu'à apparemment disparaître très très proche du sol aux alentours des 2h25, 2h30. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout la vitesse sol. Car un IL-76 a besoin d'être aux alentours de minimum 130-150 nœuds pour pouvoir se sustenter. Et quand vous êtes en croisière, comme on peut le voir, il va être plutôt dans les 300 à 450 nœuds de vitesse sol, modulo le vent. Il a sa vitesse indiquée, mais la masse d'air se déplaçant, cela va avoir un impact. Et derrière, on va voir que notre avion, il vole très doucement avec des informations de vitesse de l'ordre de 80 nœuds. Donc il faut savoir que dans ces zones, il y a déjà pas mal de brouillage GPS qui pourrait expliquer certains soucis, mais dans tous les cas, si ces datas sont plutôt cohérentes, et il semblerait qu'elles le soient, cela veut dire que notre avion vole à une vitesse extrêmement faible, ce qui n'est absolument pas normal, avec un taux de chute de l'ordre de 2500-3000 pieds variaux. Ce qu'il a est un taux de chute assez fort, mais rien d'exceptionnel non plus. Donc pour faire clair, il n'est pas en train de piquer comme ça, il revient sur ses pas, bref, il a une trajectoire qui est dure à comprendre, même si il se rapproche un petit peu de la base de Al-Kayar qui est située du côté de Homs, au sud. Maintenant, si on en croit les déclarations américaines avec leurs firmes, c'est leur système qui permet de voir les sources de chaleur avec la NASA, il y a une source de chaleur à peu près à la même heure au sol, ce qui viendrait augmenter la probabilité qu'il y ait quelque chose qui est tapé le sol et qui ait pris feu. En résumé, une trajectoire de départ normale, une montée au niveau 230, dès qu'il arrive en haut, une mise en descente cohérente avec une destination qui serait du côté de l'attaqué, et ensuite derrière, pour une raison inconnue, on se retrouve avec une vitesse sol qui se met à extrêmement freiner, 180 au niveau de la trajectoire, et ensuite derrière ça descend doucement. Donc ce n'est pas un piqué vertical, ce n'est pas un décrochage entretenu jusqu'au sol, pourrait peut-être dans certains cas ressembler un petit peu à ça, et encore, maintenant, un avion endommagé pourrait peut-être ressembler à ça, sachant que le transpondeur est resté allumé, c'est-à-dire qu'il n'a pas complètement explosé. Et c'est là où ça devient intéressant. Alors, qu'est-ce qui pourrait expliquer ça ? Vous avez
des soucis au niveau de la data par Flight Radar qui peut-être nous induisent en erreur car l'information qu'on est en train de regarder n'est pas bonne. Et ça, je ne sais pas si on saura un jour. En numéro 2, ça pourrait être, on va dire, il est touché par un missile qui vient endommager l'avion et qui vient après le mettre dans une forme de vol aérodynamique un peu compliqué où il est à très basse vitesse en train de tomber avec encore de l'énergie. Ça c'est possible, on a déjà vu des images comme ça en Syrie ou en Ukraine avec des avions touchés qui après descendent un petit peu avec ce profil-là. Donc ça voudrait dire qu'il a été touché au niveau 230. Donc vous oubliez tout ce qui est missile au-dessus de l'épaule, tout ce qui est portatif, tout ce qui est petit système de défense de points, tout ce qui est triple A, tout ce qui est tir depuis le sol. Là, vous êtes forcément sur un système plutôt avancé, on va dire un S-300. Mais si c'est un S-300, eh bien la charge militaire est telle que derrière, il y a de grandes chances que l'IL-76, il ait eu plus mal. Donc ça ne serait pas un système avec une très courte portée. Ça ne serait pas un système de défense de points car il est trop haut. Ça pourrait être un système plus puissant, mais avec soit une faible charge militaire, soit une charge militaire qui n'a pas vraiment fait but, qui a néanmoins endommagé l'avion, mais pas assez pour qu'il explose en plein vol. L'autre possibilité, ça serait une interception aérienne. Et là, si on s'amuse à regarder un petit peu la géographie et les distances, vous vous rendez compte qu'entre le moment où il décolle, en ayant la bonne idée d'allumer son transpondeur, ce qui permet de dire à la Terre entière où il est, on peut suivre en temps réel, et le moment où il commence à avoir des soucis, vous êtes sur un gros quart d'heure de vol. Et donc là, pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce qu'au vu de la distance de la mer, au vu de la distance du Liban, au vu de la distance d'Israël, s'il est décidé de faire une interception immédiate, eh bien un avion qui passerait le mur du son pourrait sans aucun souci réussir à arriver à impacter notre IL-76 au-dessus de la ville de Homs avec un missile RR qui a donc une charge militaire assez faible qui pourrait amener des dommages au niveau de cette IL-76 qui seraient en partie compatibles avec la trajectoire que l'on va voir derrière. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, soit c'est un souci mécanique assez incroyable, soit nous sommes face à une problématique suite à un impact, une charge militaire, et j'insiste, assez faible. Comme je vous l'ai dit, un S-300, S-400, ça a des très fortes charges militaires, donc c'est pas incohérent si ça explose assez loin. Maintenant, si vous prenez un missile RR, les missiles RR, on a entre 6 et 30, 40 kg de charge militaire, même si vous en prenez deux, sur un aéronef de la taille d'un IS-76, eh bien, ça ne va pas aller vers l'explosion totale de l'avion, il va continuer à voler. Et rappelez-vous les images du 737 qui avait été touché par des systèmes de défense de points, mais il faut quand même y aller pour détruire un avion de ligne ou un IL-76. Donc il faut être franc, on ne peut pas exclure que cet avion a été abattu par un missile RR, tout comme on ne peut pas exclure qu'il ait été abattu par un missile sol-air, même si ça veut dire que c'est un missile plutôt puissant pour pouvoir monter au niveau 230, donc on va dire qu'il n'y a environ que 10 à 15% des missiles qui peuvent faire ça. Et on ne peut pas exclure le problème mécanique, même si, là si on devait faire l'ordre des probabilités, je dirais 1 RR, 2 sol-air, 3 mécanique au vu de la trajectoire un petit peu particulière et surtout cette vitesse sol très particulière. Maintenant, ouvrons un tout petit peu d'un point de vue plus macro sur la zone. Ce qui est très intéressant, c'est encore une fois de voir à laquelle la vitesse d'information circule avec les reprises par les journaux, avec beaucoup de, comme on vient de le faire, et si, ou potentiel. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que souvent les journalistes vont citer des sources sans les nommer. Et qu'à partir de là, eh bien, il faut espérer qu'ils aient un bon alignement à la charte de Munich. Et ce qu'on voit, il faut être franc, depuis quelques années, c'est qu'ils ont un petit peu oublié la charte de Munich pour la plupart. Et on se pose toujours de quel est l'état final recherché de ces sources qui donnent des informations. Est-ce qu'il y a quelque chose pour elles derrière? Est-ce qu'elles cherchent à manipuler les journalistes? Comme par exemple, on avait pu le voir avec la CIA lors de la guerre du Vietnam. Petit extrait qu'on vous a traduit avec de l'IA d'une interview passionnante. On vous met le lien en dessous. Et en effet, j'ai informé la presse quand nous, la CIA, voulions diffuser de la désinformation sur un sujet particulier. La désinformation n'est pas nécessairement un mensonge, ça peut être une demi-vérité. Et choisissions un journaliste, j'allais faire le briefing et j'espérais qu'il mettrait l'information en imprimé. Alors qu'un régime est en train de tomber, en train d'être attaqué, pouvoir annoncer par exemple que le président est décédé dans un accident d'avion va forcément avoir un gigantesque impact sur les forces morales, sur l'envie de son pays, l'envie de sa population qui lui est fidèle, l'envie des militaires qui lui sont restés fidèles de se battre. Et comme nous avions vu le président Zelensky en Ukraine faire une vidéo qui avait eu un énorme impact sur les forces morales de son pays en montrant qu'il n'avait pas fui, amené à penser que le président a fui ou
est décédé va forcément avoir un impact et on se retrouve avec derrière des chars abandonnés dans la rue et un effondrement qui peut aller extrêmement vite. Cela nous fait un excellent rappel sur l'importance de la communication, le danger de celle-ci, mais également, dans un monde où l'information se propage extrêmement vite, l'impact que cela peut avoir sur des forces combattantes. Je ne vous dis absolument pas que le régime s'est effondré à cause de cette information, et au moment où je tourne cette vidéo, bien malin celui qui saurait dire exactement où se trouve Assad, mais cela rappellera l'opération Valkyrie, l'attentat contre Hitler avec la prise de pouvoir derrière qui avait loupé à tous les plus férus d'histoire d'entre vous. Rappelez-vous, c'était avec le colonel Klaus von Stauffenberg, le 20 juillet 1944. Et pour en revenir sur la communication, ses dangers, nous avons également l'exemple sud-coréen il y a tout juste quelques jours. Et ce n'est pas pour rien que l'armée française attire l'attention sur l'importance de la communication dans la guerre hybride. Alors rappelez-vous cette petite phrase, dans l'aviation, on aime bien dire quand il y a le feu, il n'y a pas le feu. Et si tout va extrêmement vite, n'oubliez pas également que le recul physique aide le recul psychologique. Allez, fly safe.